Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une femme étrange, bizarre. Et quand je vais vous raconter le parcours de sa vie, je pense que vous allez avoir des frissons. Sarah Hartfield, qui a 48 ans en 2023, a été mise en état d'arrestation pour la mort suspecte de son mari, de son 5e mari. Elle est actuellement en prison à Chambers County, au Texas. Quand les médias ont rendu public son arrestation, énormément de personnes, des connaissances à elle ou des ex-maris, ont appelé la police. Tout le monde avait une histoire effrayante sur Sarah. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes sur la chaîne Avec Malice. Et ici, on traite de True Crime. Vers 18h30, le 15 janvier 2023, une infirmière de l'urgence de l'hôpital méthodiste de Houston appelle le bureau du shérif. Elle veut reporter une mort suspecte, un patient à elle. C'est Joseph Hartfield. Elle l'a reçu le 7 janvier 2023 à l'urgence. Quand elle a pris soin de lui, il était déjà dans le coma. En fait, il souffrait d'une grave crise d'hypoglycémie. Joseph Hartfield était diabétique. L'infirmière explique que pendant les 8 jours où il a été aux urgences, les médecins l'ont évalué au niveau neurologique pour arriver à un constat de mort cérébrale. Cet homme a tellement manqué de sucre que les cellules de son cerveau se sont éteintes. Au bout de quelques jours, il a été demandé à la famille de réfléchir s'il devait être débranché ou pas. Et Sarah Hartfield, sa femme, le 15 janvier, a décidé de le débrancher. Elle voulait aussi qu'il donne ses organes et après, il a été incinéré. Le personnel soignant de l'hôpital méthodiste de Houston pousse la police à enquêter et c'est ce qu'ils vont faire. Le médecin explique à la police que Joseph Hartfield était diabétique et qu'il était porteur d'un appareil de surveillance de la glycémie qui était inséré sous sa peau. Cette électrode permettait d'évaluer le taux de sucre dans le sang de Joseph en continu et régulièrement les taux étaient affichés sur son téléphone. Si les taux étaient anormaux, c'est-à-dire qu'ils soient en hypoglycémie ou en hyperglycémie, une alarme retentissait. Et cette alarme, elle retentissait sur le téléphone de Joseph, mais aussi sur le téléphone de Sarah. Ce qui est important, c'est que la surveillance en continu de la glycémie dans le sang se faisait aux 5 minutes. Donc aux 5 minutes, cet homme devait avoir une alarme qui retentissait. Et quand les médecins ont regardé les paramètres, les données qu'il y avait dans l'appareil de surveillance de la glycémie, ils se sont rendus compte que l'alarme a retenti 6 heures avant qu'il ne soit amené à l'hôpital. Donc pendant 6 heures, une alarme retentissait sur les 2 téléphones. Donc le médecin est très clair, cette alarme a sonné pendant 6 heures pour aviser que Joseph était en hypoglycémie. Et plus ça allait, et plus son hypoglycémie était grave. Pour lui, personne n'a rien fait pendant ces 6 heures pour remédier à cette situation. Les policiers partent alors interroger Sarah, qui explique que la veille, elle venait de rentrer d'une chirurgie. Quelques jours avant, elle avait été opérée et là, elle était en convalescence. Le soir, quand elle est rentrée, elle s'est allongée sur le canapé et elle a regardé la télé. Elle n'était pas capable de faire plus. Là, elle s'est endormie. Puis, elle a entendu l'alarme qui sonnait. Mais ce n'était pas quelque chose d'inquiétant parce que ça arrivait extrêmement souvent. Elle se rappelle s'être levée et avoir servi un jus d'orange à son mari. Enfin, elle l'a laissé sur le comptoir. Puis, elle est revenue s'allonger sur le canapé et elle s'est rendormie de suite. Quelques heures après, quand elle s'est réveillée, elle entendait toujours l'alarme et elle est allée le voir. Elle l'a trouvé inconscient et elle a appelé le 911. Les policiers ont trouvé dans la chambre de Joseph, du côté du lit où il dort, 10 stylos d'insuline vide par terre. Pour Sarah, cela peut s'expliquer par le fait qu'il a bu le jus d'orange et après son sucre a dû remonter trop vite. Et donc il s'est fait des injections d'insuline. Mais elle ne comprend pas pourquoi il en aurait fait 10. Alors quand les policiers rentrent à leur bureau, ils décident d'enquêter un petit peu sur Sarah Hartfield pour voir si elle n'aurait pas quelques squelettes dans le placard. Sarah est née en 1975 dans l'État du Missouri. Elle a été élevée dans la campagne, dans une ville qui s'appelle Otterville, 100 habitants. Elle a 2 frères. Un qui s'appelle Cody, c'est le plus grand, et un petit frère dont je n'ai pas réussi à avoir le nom. Son père, Thomas Smith, était emprisonné pendant la première partie de son enfance. Et quand il est sorti, il s'en est pris à Sarah. Il a commis des abus. Pour ces faits, Jenny, la mère de Sarah, appellera la police et repart directement en prison. Mais Jenny va se remarier de suite avec un certain Hartkin, qui lui aussi sort de prison.
Il était en plus emprisonné pour un meurtre au second degré. Et quelque temps après, au début de son adolescence, Sarah est enlevée de sa famille pour être placée en famille d'accueil. Elle sera prise en charge par Barb Stewart, qui fera office d'image maternelle. Barb Stewart explique que Sarah a été placée chez elle à cause des traumatismes que lui a fait subir son père biologique. Et surtout, elle devait être suivie psychologiquement. Elle devait voir un psychologue et un psychiatre, ce qu'elle fera. Barb Stewart représentera la seule famille en fait qu'a eu Sarah et elles resteront en contact en permanence. Barb Stewart explique que l'adolescence de Sarah se passera très bien. Elle avait une meilleure amie, mais elle avait tendance à mentir ou à enjoliver les choses. Sarah avait l'habitude de raconter des histoires qui la mettaient en valeur ou des versions qui la distançaient des problèmes. Sinon, elle était calme et pour Barb Stewart, c'était une adolescente tout à fait normale. Elle a aussi de bonnes notes à l'école. En 91, alors qu'elle est au lycée, elle rencontre un certain Titus Cohenshield, avec qui elle va avoir une relation amoureuse. En 1993, alors qu'elle a 18 ans, elle se marie avec lui. Dès qu'il le peut, Titus s'engage dans l'armée. Il veut être militaire. Et il part faire des entraînements un petit peu partout dans l'État. Un jour, quand il va revenir, il apprendra de ses amis que sa femme fricote avec beaucoup d'hommes dans le quartier, qu'elle a beaucoup d'aventures. Et en apprenant ça, Titus va faire des recherches et il apprendra que sa femme a eu énormément de liaisons avec beaucoup d'hommes dans la ville. Il demande le divorce. En 1996, le divorce est officialisé. Et Sarah va partir s'installer chez le meilleur ami de Titus, qu'elle va épouser en 1997. Mais avant de continuer avec Michael Trasley, il faut revenir sur l'appel téléphonique qu'a passé Titus à la police en 2023, parce que lui, il avait beaucoup de choses à dire. Il explique à la police que depuis 1996, il est harcelé par Sarah. En 1998, il s'est remarié avec une certaine Heather. Et Sarah passait chez eux à l'improviste quand Heather était seule. Il dit que parfois, elle ne se cachait même pas quand elle l'épiait. Et dès qu'il appelait la police, elle disparaissait. Sa voiture était souvent vandalisée et les appels téléphoniques n'arrêtaient pas. Et parfois, elle appelait Heather, la femme de Titus. Elle essayait de l'importuner, de l'harceler. Un soir d'été, alors que Titus et sa femme se couchent, les fenêtres sont ouvertes et le vent rentre dans la chambre. À un moment donné, il est réveillé par une odeur désagréable, une odeur forte. Il descend et se rend compte que c'est une odeur de gasoil. Quand il arrive dans la cuisine, par la fenêtre, il voit une femme qui part en courant. Il lui semble reconnaître Sarah. Il sort donc à l'extérieur et s'aperçoit qu'il y a de l'essence partout, que les murs de sa maison sont imbibés d'essence. Il y a aussi un bidon vide à côté. Titus a compris ce jour-là que Sarah était prête à brûler cette maison avec eux à l'intérieur. Les policiers convoqueront Sarah et après l'entretien, ils vont laisser tomber les charges contre elle. Titus sait que son ex-femme sait parler aux gens, qu'elle sait les convaincre. Titus, en apprenant l'arrestation de Sarah, n'est pas étonné et il est content parce que ça fait 27 ans qu'elle gangrène sa vie. Il dira que la seule chose dont il est étonné en fait, c'est que ce ne soit pas lui qui y soit passé. I am glad she has finally been caught for who she is. I'm just sorry another person had to die to get her caught. Donc en 97, Sarah épouse Michael Traxtel, donc le meilleur ami de Titus. Mais le mariage va être un désastre. En quelques jours, ils vont arriver au divorce. Michael dira à la police qu'après ça, il ne lui a pas parlé pendant 15 ans. En 97, la même année, Sarah s'engage dans l'armée et elle a un très bon poste. Elle devient analyste du renseignement. Elle y restera pendant 20 ans, jusqu'à un arrêt maladie qui l'amènera jusqu'à la retraite. En 98, au début de sa carrière, Sarah est envoyée à Fort Wainwright, en Alaska, et elle y rencontre Christopher Donahue. Lui, ça va être le mari qu'elle va garder le plus longtemps, avec qui elle va avoir 4 enfants. Ils se marient en 1999 et très rapidement, ils sont mutés tous les deux au Texas parce que lui aussi est un militaire. Sur les 4 enfants qu'ils vont avoir, il y aura un garçon, l'aîné, et 3 filles. Le plus grand des enfants de Christopher et Sarah s'appelle Ryan et il parlera beaucoup à la presse en 2023. C'est un jeune adulte. Il explique que son enfance n'était pas très gaie, ni pour ses sœurs d'ailleurs.
Leur mère était contrôlante, autoritaire et surtout abusive, violente. You didn't really know when it was going to end. I was 4th grade. Il lui est souvent arrivé de manquer l'école parce qu'il avait des marques sur lui de violence I physique. came back, just in side conversation, told one of my friends, like, yeah, man, I got to stay home, you know, because my face was messed up. And he's like, dude, that's child abuse. I'm like, what's that? And he's like, your parents can't do that to you. Les services sociaux vont intervenir, mais ils n'enlèveront pas les enfants, ils ne trouveront aucune preuve. Ryan explique que c'était surtout des abus psychologiques de la part de leur mère, qui n'arrêtait pas de leur dire « mais vous pouvez raconter tout ça à qui vous voulez. Personne ne vous croira. J'ai un trouble en poste. » Les collègues de Sarah aussi, à l'armée, diront qu'elle était très autoritaire, mais surtout horriblement intelligente. Elle avait la facilité à faire une très bonne première impression. Mais après, petit à petit, cette image se craquelait pour découvrir une Sarah toujours en colère, jamais contente, manipulatrice et surtout qui souhaitait contrôler tous ses collègues. Elle n'arrêtait pas de leur répéter qu'elle ne faisait jamais d'erreur. Elle n'était pas ce style de personne. Pendant leur investigation, les policiers se rendent compte qu'il y a des choses qui se passent pendant ce mariage, qui va quand même durer 18 ans. La première, c'est qu'elle continue toujours donc de harceler Titus et sa femme, Heather, puis aussi qu'elle a des amants, notamment un qui s'appelle Brian, avec qui elle va rester plus de 2 ans. Les choses vont très mal se finir. Les deux vont mettre des mesures de restriction l'un contre l'autre. Ils finiront par se dire que peut-être le mieux, c'est d'arrêter de se voir. Brian appellera la police pour leur dire que quand on mettait en colère Sarah, il fallait s'attendre à la 3e guerre mondiale. Elle était agressive, offensive, ça ne s'arrêtait pas. Il explique aussi à la police que quelques jours après la rupture, il était avec un ami dans un bar, quand il est appelé par la police, par les pompiers exactement. Sa maison a pris feu. Elle est complètement démolie. Sur le coup, il ne parlera pas de Sarah parce qu'il est complètement chamboulé. Mais après quelques jours, il va voir la police et il leur explique qu'il pense que c'est Sarah Donahue. Sauf que l'affaire est déjà classée. Les policiers n'ont trouvé aucune preuve que quelqu'un ait mis le feu. Il dira à la police en 2023 qu'il est très content que Sarah soit en prison. Et il leur précise bien qu'il faut qu'elle reste en prison. Durant ces 18 ans où elle est avec Christopher Donahue, en fait, elle est décrite par ses amants, ses enfants et Christopher lui-même comme quelqu'un d'erratique et très agressif. Alors que Christopher est en déplacement, Sarah apprend que son père biologique, Thomas Smith, qui n'est plus en prison, elle apprend qu'il est gravement malade. Elle l'invite à venir s'installer chez elle. Elle va s'occuper de lui. Elle va prendre soin de lui. Elle fera même un sermon à ses enfants en disant que c'est le rôle des enfants de prendre soin de leurs parents vieillissants. 3 jours après, Thomas Smith décède. Sarah expliquera à la police que, après lui avoir donné les médicaments comme prescrit, il s'est étouffé. Elle est venue et elle a vu qu'il se tenait la poitrine. Il a continué à s'étouffer et puis il est décédé. Les policiers laisseront tomber l'affaire parce que le médecin de famille conclura à une mort naturelle. Et donc, aucune autopsie ne sera faite. En 2014, Sarah perd sa grand-mère dans le Missouri. Donc, elle va partir du Texas avec ses enfants et son mari pour aller aux funérailles. Pendant les funérailles, elle apprend que son grand frère, Cody, a hérité de tout, de la maison et de tous les hectares qu'avait sa grand-mère. Elle ne comprend pas pourquoi et ça l'énerve. Cody lui explique que ça fait 20 ans qu'il s'occupe de la ferme. Il vivait chez sa grand-mère et il s'occupait d'elle. C'est sans doute pour ça qu'elle lui a laissé l'héritage. Les deux vont être en froid. Pourtant, un soir, Sarah se présente à la maison donc de la grand-mère, qui est maintenant la maison de Cody. Elle est venue avec un camion. Elle rentre et elle commence à prendre tout ce qui a de la valeur. Et aussi tout ce qu'elle pense qui doit lui revenir. Cody ne cherchera pas la bagarre et la laissera faire. Quand elle s'en va, il couche son fils et lui et sa femme partent au lit. Quelques heures après, ils sont réveillés par une odeur de gasoil. La maison est en feu. Heureusement, les 3 vont réussir à sortir. Bien sûr, Sarah nie complètement être impliquée dans ce crime. Et quelques jours après, elle repart au Texas.
La police conclut que le feu est de cause indéterminée. Mais le chef des pompiers, lui, il pense que c'est Sarah. Parce que quand elle s'est présentée, elle avait de l'irritation au niveau du visage. Et autour de la maison de la grand-mère de Cody et de Sarah, il y avait énormément d'orties. Il pense que c'est elle qui a mis le feu. En 2023, les policiers qui cherchent encore auprès de Sarah dépoussièrent une histoire qu'ils n'avaient pas vu venir. Une histoire plus énorme que les autres. Mais on va y revenir plus tard. D'abord, on va finir le mariage avec Christopher Donahue. En 2017, Christopher Donahue demande le divorce. Il en a marre du comportement de sa femme, très agressif, et surtout, elle n'arrête pas d'aller voir ailleurs. Elle a plein de relations extra-conjugales. Elle ne s'en cache même plus. Sarah n'est pas prise au dépourvu. Elle prend ses 4 enfants et va s'installer chez un certain David Bragg. Elle a rencontré David Bragg au Texas. Il travaillait avec elle. Mais maintenant, il est à la retraite. Et il s'est acheté une maison, mais dans le Minnesota, là où il a toute sa famille. David Bragg a 8 frères et sœurs. La moitié ont été adoptés. Et il souhaite revenir près d'eux. Et Sarah décide de le suivre au Minnesota avec ses enfants. Elle est en arrêt maladie, donc elle ne travaille plus. Et même pas un an après, le 9 mai 2018, la police reçoit un appel pour des violences domestiques. Et en plus, il y a des coups de feu qui ont été tirés. À leur arrivée, David Bragg est décédé. Il a reçu un coup de feu dans le cœur. Il est allongé dans les escaliers. Sarah est là. C'est elle qui a tiré. Et ses enfants, ses 4 enfants, sont dans la voiture, à l'extérieur. Sarah explique à la police que David Bragg est très jaloux et extrêmement violent. Aujourd'hui, Christopher Donahue est venu pour voir ses enfants, ses 4 enfants. Mais il a changé l'heure de la visite. Et ça n'a pas du tout plu à David Bragg. Quand elle a eu au téléphone, elle a compris qu'il était très énervé. Donc elle a demandé, en arrivant devant chez elle, à ses enfants de rester dans la voiture. Elle voulait d'abord discuter avec lui, et surtout, s'il était violent avec elle, elle ne voulait pas que ses enfants soient là. Elle a pris les 2 pistolets qu'elle avait dans la boîte à gants de la voiture, parce qu'elle ne voulait pas laisser ses 2 armes avec ses 4 enfants. Quand elle est rentrée chez elle, David Bragg était extrêmement énervé. Et ils ont commencé à se disputer, à s'empoigner. Quand ils étaient au niveau des escaliers, David a attrapé un pistolet qu'elle avait à la ceinture et il lui a tiré dessus. Elle dira qu'elle a pris l'autre arme, qu'elle a levé son pistolet et qu'elle a tiré à l'aveugle, les yeux fermés. Elle ne pensait pas que sa balle irait se loger dans son cœur. Elle n'a pas visé. C'est un accident, c'est de la légitime défense. Une analyse de la scène de crime par des experts en balistique confirme son témoignage. L'emplacement de la balle tirée par David, le corps de David, tout correspond à un tir par légitime défense. Sarah sera interrogée par les policiers, elle rencontrera aussi le district attorney, elle écrira au juge. La conclusion des policiers 8 mois après sera que Sarah s'est retrouvée face à une force létale et que cela justifie son tir en retour. Il laisse tomber les charges contre elle. La famille de David Bragg est choquée. Ils ne le connaissent pas violent ni agressif. Le frère de David Bragg dira que quelques jours avant son décès, David lui a dit que les fiançailles étaient annulées, qu'avec Sarah c'était fini et que maintenant il attendait qu'elle parte. Il n'était pas jaloux, il voulait la quitter. Il ne portait même plus son alliance pour les fiançailles. Quand les enfants qui étaient dans la voiture sont interrogés pour savoir ce qui s'est passé vraiment, ils n'ont rien vu, ils ne savent rien. Mais Ryan, le plus grand, dira que sa mère, Sarah, souhaitait maintenant se remettre avec Christopher Donahue. Elle voulait revenir avec son 3e mari. Mais entre nous, ce n'est plus possible parce que Christopher Donahue, à ce moment-là, et Sarah le sait, il s'est remis avec une autre femme. Donc en 2018, Sarah est seule. Mais elle ne va pas le rester longtemps parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre qui s'appelle George David. Donc l'histoire avec George David, que je vais appeler George pour que les choses soient plus simples, est complètement folle. Parce que, alors qu'elle est avec David Bragg, qui n'est pas encore mort, elle a une liaison avec George. Une liaison cachée, parce que lui aussi est en couple. Il est en couple depuis des années avec une certaine Rebecca dit Becky Kunz. Donc en 2018, on a 2 couples.
Sarah et David, et de l'autre côté, George et Becky. Le 31 janvier 2018, Becky décède. Elle a 62 ans. Son médecin de famille dira que c'est dû à des problèmes cardiaques. Et donc, sa mort sera classée en cause naturelle, malgré le fait que la famille de Becky n'y croit pas. Le 9 mai, 4 mois après, c'est au tour de David Bragg de décéder. Il va se disputer donc avec Sarah et prendre une balle dans le cœur. Donc à partir de mai, George et Sarah se retrouvent donc maintenant tout seuls. Ils n'ont plus personne qui les gêne. En août 2018, la maison de George et de Becky, qui maintenant est décédée, leur maison en fait, prend feu. Il ne reste plus rien, que des cendres. Donc, il n'a pas d'autre choix que d'aller s'installer chez Sarah, qui en plus a gardé la maison de David Bragg. En une année, 2 couples se sont transformés en un seul. Sarah a rencontré George début janvier 2018 quand il est venu changer la bouteille de propane. Et en 2019, Sarah et George, qui a 59 ans, se marient. Mais il y a un ombre au tableau pour Sarah. C'est que Christopher Donahue, il s'est remarié, lui aussi. Christopher, c'est l'homme qu'elle a aimé le plus, celui avec qui elle est restée le plus longtemps, le père de ses 4 enfants. Et c'est ça le problème, c'est que maintenant qu'il s'est remarié, il souhaite la garde partagée de ses 2 enfants parce que sur les 4, il y en a 2 qui sont déjà majeurs, mais il reste 2 filles qui sont mineures. Et Christopher Donahue, il veut qu'elles viennent chez lui. Et le pire là-dedans, c'est que les 2 filles, elles veulent aller vivre avec leur père. Sarah est énervée et elle ne veut pas que la situation lui échappe. Elle commence à harceler le couple Donahue, Christopher et sa nouvelle femme. Elle les harcèle par téléphone et à un moment donné, Christopher reçoit un appel de George, le mari de Sarah. Il lui explique que Sarah souhaite qu'il vienne tuer sa nouvelle femme. Comme ça, il ne pourra pas avoir les enfants. Et il raccroche. Et malgré la menace faite par George, Christopher ne se rétracte pas. Il veut la garde de ses enfants. Et là, la tension dans le couple George et Sarah commence à s'intensifier. Sarah n'arrête pas de harceler George pour qu'il aille tuer la nouvelle femme de Christopher. Il laisse traîner les choses, il n'a pas réellement envie. Jusqu'au jour où elle lui met une arme à feu entre les mains et elle lui dit « Tu vas passer à l'acte, sinon tu ne remets plus les pieds dans cette maison. » George va faire le trajet entre le Minnesota et l'Arizona, là où habitent maintenant Christopher et sa femme. Il achète sur la route un bouquet de fleurs et décide de se faire passer pour un livreur. Il met une écharpe sur son visage et sonne chez les Donahue. Heureusement, George n'a pas l'âme d'un tueur et il oubliera complètement l'arme à feu dans la voiture. Il n'agira pas. Il revient donc au Minnesota. Il arrive à trouver une explication pour son inaction et peut donc rester chez elle encore un peu. Mais pendant ce temps, en Arizona, ça en est trop pour Christopher et sa nouvelle femme. Ils partent à la police et ils portent une plainte. C'est le FBI qui s'occupe de cette affaire parce qu'on est entre 2 États. Ils ont vu les images de la caméra de surveillance de la sonnette et décident d'interroger George, qui niera complètement avoir appelé Christopher pour lui dire que Sarah voulait faire tuer sa femme. Il expliquera qu'il est bien allé chez eux, mais par contre, il n'avait aucune intention de tuer qui que ce soit. C'est au tour ensuite de Sarah d'être interrogée par le FBI. Et là, on ne sait pas trop ce qui se passera, mais elle va ressortir et le FBI conclura qu'ils n'ont pas assez de preuves pour prouver qu'un crime allait se produire. Même si l'enquête n'amène pas à un procès, il y a assez de preuves pour que Sarah perde la garde de ses 2 filles. Elles sont confiées à leur père. Et aussi, elle va avoir une ordonnance restrictive et d'éloignement envers Christopher, sa nouvelle femme et ses 2 filles. Pendant 2 ans, elle ne pourra plus les contacter. Sarah est folle de rage et quand elle rentre chez elle, elle demande le divorce avec George. Elle ne veut plus le voir parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Et c'est Joseph Hartfield. Elle l'a rencontré en ligne. Il habite au Texas, dans une petite ville qui s'appelle Peach City. Ils vont correspondre jusqu'en février, où là, ils décident de se marier, le 2 février 2022.
Mais la famille de Joseph est choquée par la rapidité des événements, malgré le fait qu'ils sont très impressionnés par Sarah. Ils la trouvent très gentille et elle est très attentionnée aussi envers Joseph. Mais quelques jours après, tout cela va changer, dès qu'elle s'installe dans sa maison, où là les disputes, la violence verbale et physique commencent. Joseph le dira à sa mère, il le dira à toute sa famille. Et là, elle le traitera de fifis à sa maman, parce qu'il raconte tout à sa famille. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas. Par contre, elle écrit tout sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et en décembre 2022, 10 mois après leur mariage, elle écrit sur Facebook que c'est un cauchemar de vivre avec lui. Et elle annonce qu'elle en a fini avec lui. Et pour Joseph, il semble aussi que tout soit fini parce qu'il enlève de toutes ses polices d'assurance. And he just said, Mom, I'm done. I can't do it anymore. If I stay, she's going to drive me crazy. Et Joseph a dit à sa mère qu'il voulait divorcer. Il lui dit même qu'il commence à avoir peur de Sarah. Il avait peur qu'elle le tue. Et d'ailleurs, le matin, il partait très tôt au travail, plutôt que d'habitude, juste pour ne pas être seul avec elle. 4 jours avant sa mort, Joseph va ouvrir un compte en banque à Huntsville. C'est la ville où réside sa famille. Il va y transférer tous ses biens. Il enlève aussi Sarah de toutes ses assurances vie et il met le nom de sa mère à sa place. Et donc quand il est retrouvé le 7 janvier 2023, Joseph n'a pas eu le temps de partir, chose qu'il comptait faire. Les textos de Sarah sur Facebook ont changé aussi alors qu'il était hospitalisé. Elle dira qu'elle ne sait plus quoi faire sans lui, qu'elle est perdue, déboussolée. Elle ajoute aussi qu'elle n'arrête pas d'écouter les anciens messages téléphoniques qu'a laissés Joseph. Elle les écoute en boucle. Elle veut entendre sa voix encore. Mais peu de gens pensent que son deuil est sincère. Le 3 février 2023, elle est mise en arrestation donc par les policiers de Chambers County. Elle est accusée de meurtre au premier degré sur Joseph. Elle plaide non coupable. Le médecin légiste qui fera l'autopsie papier de Joseph Hartfield, parce qu'il n'y a plus de corps, mais par contre il y a toutes les notes des médecins des urgences, mais le médecin légiste ne pourra pas conclure à un homicide. Il dira que Joseph est décédé d'une intoxication à l'insuline. Mais la façon dont cette overdose s'est produite est inconnue. Donc déjà, c'est un problème pour le procureur parce que ici, on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment un crime. Malgré tout, la caution sera fixée à 5 millions pour Sarah, somme qu'elle ne peut pas payer. Donc elle reste en prison. Mais durant les mois qui ont passé, son avocat s'est évertué à faire baisser le montant de cette caution. Elle est actuellement à 2 millions. Sarah ne peut toujours pas payer. Ou du moins, peut-être qu'elle garde l'argent parce qu'elle vient de mettre dehors son avocat pour prendre à la place une grosse équipe d'avocats. Une équipe d'avocats d'élite. Quant aux policiers, la seule manière de pouvoir inculper Sarah, c'est de trouver d'autres crimes. Et donc actuellement, ils ont réouvert plusieurs dossiers. Ils ont réouvert la mort de David Bragg, le fiancé de Sarah. Ils ont réouvert aussi l'enquête sur la mort de Rebecca Kuncy, l'ancienne copine de George, avec qui elle est restée pendant très longtemps. Et en décembre, ils ont annoncé qu'ils réouvraient aussi le cas de Thomas Smith, le père biologique de Sarah. Et j'espère qu'on aura des nouvelles très vite de ces 3 cas. Parce qu'il faut se le dire, c'est le seul moyen qu'a la police et le procureur de maintenir Sarah en prison. Et quant à mon avis, vous avez sans doute compris. Je pense que Sarah est coupable de tout ce dont on l'accuse. Mais il ne faut pas oublier que tant qu'elle n'a pas été jugée par un jury, elle est innocente. Et si Sarah a commis tous ces faits, cela montre une personne extrêmement narcissique. Elle a utilisé tous les gens qui sont passés dans sa vie. Quand quelqu'un la contrarie, sa maison peut partir en feu. Mais il y a une chose qui est extrêmement triste dans la vie de Sarah, c'est qu'il y a très peu de gens qui lui ont démontré de l'amour. La seule personne, c'est Barb Stewart. Sinon, il n'y a personne d'autre dans sa vie. Et même ses enfants. Aucun de ses 4 enfants n'a voulu la revoir quand ils ont été majeurs. Ryan Donahue, le fils donc de Sarah et de Christopher, quand il a été interrogé par les journalistes pour savoir ce qu'il ressentait à l'arrestation de sa mère. Il dira qu'il ne sait pas s'il doit être triste. Mais en fait,
Lui, il ne ressent rien. Ryan n'a aucune émotion pour sa mère. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez aimé cette histoire et surtout, je ne sais pas non plus ce que vous pensez de Sarah Hartfield. Est-ce que vous la croyez coupable ou innocente? Et j'attends de le savoir grâce à vos commentaires. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard!